La question d'une civilisation enfouie sous la terre traverse les traditions mythologiques et les lacunes archéologiques depuis des millénaires. Ce que nous examinons ici n'est pas une réalité cachée, mais plutôt comment les cultures humaines ont imaginé les mondes souterrains, Agartha, Shambhala, les royaumes des dieux hindous, en réponse à des phénomènes géologiques réels, l'ensevelissement urbain par sédiments et tremblements de terre, l'effondrement de systèmes climatiques anciens et les villes construites superposées les unes sur les autres. Les archéologues Bonnke découvrent régulièrement des métropoles entières couvertes par plusieurs mètres de terre et de débris volcaniques. L'Égypte ancienne s'enfonce de quelques centimètres par siècle. Çatalhöyük en Turquie révèle 17 niveaux de civilisation successives. Ces réalités physiques ont alimenté des mythes de mondes perdus et de royaumes subsistant sous nos pieds. Cette exploration examine donc non pas une empire vivante cachée, mais comment la géologie, l'archéologie et l'imagination culturelle ont convergé pour créer un archétype persistant. Le monde qui disparaît pour réapparaître, non pas intact mais transformé par le temps et l'oubli. Au-dessous de nos pieds, le sol raconte une histoire en couches. Chaque centimètre de profondeur représente des années, parfois des siècles de dépôts naturels. Les archéologues ont appris à lire cette stratigraphie comme un livre, où chaque page superposée raconte une époque révolue. Lorsqu'une ville ancienne disparaît, elle ne s'évapore pas. Elle sombre progressivement sous le poids des alluvions, de la cendre volcanique, du calcaire poreux qui enveloppe les structures abandonnées. Pompéi offre l'exemple le plus dramatique et le plus instructif de ce processus d'ensevelissement. Le 24 août de l'année 79 après Jésus-Christ, le Vésuve s'est réveillé. En quelques heures, une colonne de pumice et de cendres s'est élevée à plus de 30 km d'altitude. Cette pluie de matière volcanique a pris environ 18 heures pour recouvrir entièrement la ville. Les maisons qui s'élevaient à plusieurs étages ont vu leur toit effondrer sous le poids de la poussière. Les murs se sont fracturés. Les objets quotidiens, vases, ustensiles, pains carbonisés, ont été figés dans le temps, conservés précisément parce qu'ils ont été ensevelis rapidement. Mais ce qui est assez remarquable avec Pompéi, c'est que la catastrophe volcanique n'a pas été unique. La cendre a continué à s'accumuler au cours des siècles. Les pluies ont lessivé le sol environnant. La végétation a progressivement repris le terrain. Les villes avoisinantes ont été construites ailleurs, oubliant progressivement l'existence du site ancien. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les fouilles systématiques ont commencé, près de 1700 ans après l'éruption. Pendant tout ce temps, Pompéi n'était pas cachée délibérément. Elle était simplement enfouie, devenue partie du paysage naturel. Çatalhöyük, en Turquie centrale, présente un cas différent mais tout aussi instructif. Cette ville, habitée de manière continue pendant plus de 1400 ans, s'est développée en couches épaisses. Les habitants ne construisaient pas à côté des ruines. Ils construisaient directement sur elles, parfois détruisant les structures précédentes pour niveler le terrain. Chaque génération élevait ses maisons sur les fondations de la génération antérieure. Au fil des siècles, le site s'est élevé progressivement, formant une colline artificielle, ce que les archéologues appellent un tel ou un höyük. Aujourd'hui, Çatalhöyük montre 17 niveaux superposés, chacun représentant une période d'habitation. Les plus anciens, datant d'environ 9000 ans avant Jésus-Christ, se trouvent à plus de 25 mètres de profondeur. Pour atteindre ces niveaux, les archéologues doivent descendre progressivement, comme dans les couches d'une forêt primaire. Chaque mètre de profondeur représente plusieurs siècles de vie humaine, d'occupation, de naissance et de mort, de céramique brisée et de murs effondrés. Le processus d'ensevelissement d'argile de la Mésopotamie ancienne constitue notre fenêtre la plus directe sur normale. Lorsqu'un bâtiment devenait instable, on le détruisait. Lorsqu'une rue s'usait, on la pavait à nouveau. Lorsqu'une année apportait l'inondation, les sédiments fluviaux s'accumulaient. Lorsqu'une autre année apportait la poussière du désert, elle s'ajoutait aux couches inférieures. Personne ne cachait ces villes. Elles ont simplement été enfouies par le processus naturel de l'habitation humaine et de l'érosion géologique. L'Égypte ancienne fournit un exemple encore différent. Le Nil, en crue annuelle, déposait ses sédiments sur les terres environnantes. Ce qui s'élevait à plusieurs mètres au-dessus du Nil s'enfonçait progressivement au-dessous du niveau des terres adjacentes. Les archéologues le trouvent dans des temples égyptiens dont les étages inférieurs sont enfoncés de 3 à 4 mètres sous le sol contemporain. Ces temples n'ont pas été enterrés rapidement. Ils se sont enfoncés progressivement au cours des millénaires, tandis que le paysage environnant s'accumulait autour d'eux.
La Méditerranée elle-même offre des preuves géologiques massives de disparition urbaine. Au cours des 3 derniers millénaires, le niveau des mers a fluctué. Des côtes habitées se sont progressivement submergées. Les anciens ports phéniciens se trouvent désormais sous l'eau, accessibles uniquement par plongée archéologique. Ces villes n'ont pas été détruites par un déluge biblique. Elles ont été inondées par des processus géologiques naturels, l'isostasie, la montée des mers post-glaciaires, l'affaissement des plaques tectoniques. Ce que toutes ces observations partagent, c'est une vérité fondamentale. L'ensevelissement n'est pas un événement dramatique qui demande explication. C'est le processus normal et inévitable de la géologie. Les villes anciennes disparaissent parce que la Terre elle-même est en transformation constante. Les sédiments s'accumulent, les niveaux des eaux changent, les paysages se remodèlent. Lorsqu'une ville cesse d'être habitée, pour quelque raison, elle commence immédiatement son voyage vers l'oubli. Presque chaque tradition humaine qui a développé une mythologie sophistiquée a conçu un monde souterrain. Ces mondes ne sont pas simplement des enfers de punition. Souvent, ils représentent des royaumes parallèles, des espaces où d'autres règles de causalité et de temps s'appliquent. La profondeur de ce motif mythologique à travers les cultures suggère quelque chose d'important. Le monde souterrain parle à une angoisse humaine profonde, celle de l'oubli, de l'évanouissement de ce qui a existé et de la possibilité que d'autres mondes, autres vies, autres civilisations continuent leur existence en parallèle aux nôtres, invisibles mais réels. Dans la mythologie hindoue, le monde souterrain, le Patala, n'est pas un royaume de damnation. C'est un monde sophistiqué, gouverné par des créatures et des entités qui possèdent leur propre civilisation. Selon la Bhagavata Purana, Patala est divisé en 7 niveaux, chacun habitant des créatures différentes. Le plus inférieur, Sutala, est dirigé par le roi Bali, figure ambiguë qui a été vaincu par Vishnu mais demeure respecté et honoré. Ces textes décrivent les habitants de Patala non comme des créatures dépravées, mais comme des êtres possédant leur propre culture, leur propre technologie, leur propre structure politique. Et ce qui était remarquable dans ces descriptions, c'est leur détail architectural. Les textes hindous décrivent des villes souterraines avec des palais ornés, des temples, des jardins artificiellement irrigués, des systèmes d'éclairage utilisant des pierres luminescentes. Ces descriptions proviennent d'une période, circa 500 à 1000 après Jésus-Christ, pour la Bhagavata Purana, où l'Inde était à l'apogée de ses achèvements architecturaux. Les détails architecturaux du Patala miroitent dans les architectures réelles de l'époque, les stupas, les temples du Décan, les systèmes hydrauliques élaborés. Cette parallèle n'est probablement pas accidentelle. Les mythologies semblent projeter sur le monde invisible les technologies et les sociétés que les créateurs du mythe connaissaient. Lorsque la technologie s'advance, les mondes souterrains mythologiques deviennent plus sophistiqués. Lorsqu'une civilisation décline, les descriptions du monde souterrain deviennent plus fragmentées. La tradition tibétaine élabore le concept de Shambhala, un royaume transcendant caché quelque part en Asie centrale, peut-être dans les montagnes de l'Himalaya, peut-être au-delà de la portée de la géographie ordinaire. Shambhala n'est pas techniquement souterraine, mais elle est cachée, inaccessible, existante en parallèle au monde ordinaire. Selon les textes bouddhistes tibétains, Shambhala peut être atteinte par celui qui développe une sagesse spirituelle suffisante. Elle n'apparaît pas à ceux qui la recherchent par force matérielle ou curiosité. Elle se révèle à ceux qui ont traversé une transformation intérieure. Shambhala est décrite comme une civilisation d'une perfection remarquable, gouvernée par des rois sages, habitée par une population cultivée, prospérant économiquement. L'étrange détail est que certaines traditions tibétaines placent Shambhala près des sources du Siang, la rivière qui deviendrait le Brahmapoutre. Cette géographie suggère une localisation réelle quelque part dans le Tibet oriental ou les montagnes du Sichuan. Aucune telle civilisation n'a été découverte. Mais le fait que les textes anciens tentent de la localiser géographiquement suggère peut-être une mémoire d'une région réellement isolée, possédant sa propre complexité, sa propre profondeur, que les peuples extérieurs ne connaissaient que vaguement. La mythologie mésoaméricaine présente un cas fascinant. Les Aztèques croyaient que leur capitale, Tenochtitlan, avait été construite sur le site d'une ancienne civilisation souterraine. Selon ces traditions, Tenochtitlan elle-même reposait sur les ruines de Teotihuacan, cité même plus ancienne dont l'origine avait été oubliée. Les Aztèques nommaient le Teotihuacan le lieu où les dieux ont été créés,
suggérant qu'ils comprenaient sans que cette cité était antérieure à leur propre civilisation et qu'elle représentait une forme de sagesse primordiale perdue. Lorsque les archéologues ont commencé à fouiller Teotihuacan au XXe siècle, ils ont découvert que la cité avait été construite circa 100 après Jésus-Christ et abandonnée avant 750. Elle a disparu progressivement, abandonnée par ses habitants pour des raisons inconnues, peut-être une sécheresse, peut-être une défaillance politique. Les Aztèques, qui construisaient leur propre civilisation plus de 500 ans après l'effondrement de Teotihuacan, ne possédaient aucune connaissance historique détaillée de la cité antérieure. Ils savaient simplement que des ruines anciennesses se trouvaient sous leurs pieds. Leur mythologie a donc recréé, à partir des fragments architecturaux, une narration d'une civilisation disparue. La mythologie grecque, elle, situe ces royaumes souterrains, Hadès, Tartare, comme des lieux de mort et de transformation. Hadès n'est pas simplement l'enfer chrétien, c'est un royaume complet avec ses propres lois, ses propres hiérarchies sociales. Hadès lui-même est représenté non comme un tyran malveillant, mais comme un administrateur efficace d'un système complexe. Cette conception suggère peut-être une compréhension grecque de la mort, non comme annihilation, mais comme transition vers un autre état de l'existence. Certains érudits ont spéculé que le mythe de l'Atlantide, raconté par Platon dans ses dialogues Timée et Critias, pourrait être une réflexion littéraire sur la destruction réelle de la civilisation minoenne en Crète, effectivement désorganisée par l'éruption volcanique de Santorin circa 1650 avant Jésus-Christ. Platon, vivant plus de 1000 ans après cet événement, aurait pu avoir accès à des récits fragmentaires de cette destruction. Sa narration de l'Atlantide, cité perfectionnée, détruire rapidement par un cataclysme, pourrait refléter une mémoire collective, transmise à travers des générations d'une civilisation réelle qui avait disparu. Ce qui unit toutes ces mythologies, c'est qu'elles posent une question existentielle. Si notre civilisation disparaît, continuera-t-elle d'exister quelque part, transformée mais permanente? Et si oui, où? En haut, chez les dieux, en dessous, dans les entrailles de la terre? Ces mythologies semblent se protester contre l'idée de l'annihilation complète. Elles insistent que ce qui a existé ne peut pas simplement cesser d'exister. Il doit aller quelque part. L'histoire géologique de la Terre est marquée non par la stabilité, mais par des transformations catastrophiques. Ces transformations ne surviennent pas selon nos calendriers humains. Elles demandent des siècles, parfois des millénaires, pour se manifester pleinement. Mais lorsqu'elles arrivent, elles remodèlent entièrement les paysages habités, enfouissant les civilisations établies sous les nouvelles conditions écologiques. Le dernier maximum glaciaire, circa 20 000 ans avant notre époque, a abaissé les niveaux des mers d'environ 120 mètres. Cela signifiait que les côtes habitées par les premiers êtres humains modernes se trouvaient à une distance considérable des rivages actuels. Des portions entières des continents qui aujourd'hui sont submergés étaient des terres fermes habitables. Les archéologues, en étudiant les fossiles et les outils préhistoriques découverts sur les fonds marins actuels, en déduisent que les populations préhistoriques se concentraient dans ces régions côtières maintenant subaquatiques. Lorsque le climat a commencé à se réchauffer, circa 15 000 ans avant Jésus-Christ, ce processus s'est accéléré. Les glaciers continentaux ont fondu. Les niveaux des mers ont monté progressivement. Cette montée n'a pas été uniforme. Elle s'est produite par à-coups, accélérée par des effondrements soudains de calottes continentales. Pendant environ 6000 ans, le niveau des mers a monté en moyenne de plus d'1 mètre par siècle, une vitesse vertigineuse en termes géologiques. Ce processus a submergé les plaines côtières où s'étaient développées les premières civilisations humaines complexes. La vallée de l'Indus, l'une des plus anciennes civilisations urbaines documentées, s'est établie circa 3300 avant Jésus-Christ, dans une région à proximité immédiate de la mer d'Arabie. Les variations du niveau de la mer et l'évolution de la ligne côtière ont probablement joué un rôle significatif dans l'effondrement de cette civilisation circa 1900 avant Jésus-Christ. Bien que les causes exactes de la disparition de la vallée de l'Indus demeurent débattues, l'instabilité environnementale, sécheresse, changement des patterns de mousson, transformation géomorphologique côtière figurent parmi les explications les plus probables. Le changement climatique à plus court terme a aussi joué des rôles importants. La mégadrougue du 4,2 kilo-year event, un événement climatique abrupt qui s'est produit il y a approximativement 4200 ans, a provoqué une sécheresse globale qui a duré plusieurs siècles. Cette sécheresse a coïncidé avec l'effondrement simultané de plusieurs civilisations.
l'ancien empire égyptien, la civilisation harapéenne de la vallée de l'Indus, la civilisation de l'Akkad en Mésopotamie. Des centaines de milliers de personnes ont migré, des villes qui avaient l'aidé prospérer pendant des siècles se sont soudainement vidées. Ce qui est remarquable dans ces effondrements, c'est qu'ils ne laisseront pas de preuves de violence généralisée ou d'invasion militaire. Ils laisseront plutôt des villes abandonnées bordées progressivement, des greniers qui se vident, des routes commerciales qui disparaissent. Les archéologues trouvent des niveaux de poussière dans les strates archéologiques, des traces d'incendies, isolées, des signes d'habitat déclinant progressivement. Ce pattern suggère que la catastrophe climatique ne tue pas directement. Elle rend l'habitat impossible. Elle force les migrations. Lorsque les populations migrent, les villes qu'elles abandonnent commencent leur processus d'oubli. Sans entretien humain régulier, les murs se fissurent, les toits s'effondrent, les argiles et les poussières s'accumulent. Dans le climat aride de la Mésopotamie ou de la vallée de l'Indus, ce processus peut être rapide. La sécheresse accélère l'effondrement des matériaux. Après quelques générations, une cité ancienne qui avait compté des dizaines de milliers d'habitants devient une colline de débris, indistinguible du paysage environnant. Mais il existe aussi des cas où la catastrophe climatique provoque un ensevelissement plus direct. Les tempêtes de poussière massive du Dust Bowl américain du XXe siècle, un événement climatique qui s'est produit au cours du XXe siècle mais qui illustre des processus archéologiquement anciens, démontraient comment la sécheresse, combinée au labourage intensif du sol, peut provoquer l'avancée de dunes de sable épaisses qui engloutissent les structures humaines. En Asie centrale, la disparition des anciens royaumes du corridor de la soie pourrait être partiellement attribuée à des changements de pattern de précipitation. À mesure que le climat devenait plus aride, les oasis qui jalonnaient les routes commerciales devenaient moins fiables. Les rivières qui alimentaient ces oasis diminuaient. Les nappes phréatiques s'abaissaient. Progressivement, les villes construites autour de ces oasis n'étaient plus viables. Les populations se déplaçaient. Les villes restaient pas derrière, progressivement ensevelies pour chasse par le sable du désert encroaching. Cette pattern changement climatique conduisant à dépérissement urbain, lequel conduisant à abandon, lequel conduisant à ensevelissement, s'est répété innombrables fois dans la histoire humaine. Elle n'exige aucune explication surnaturelle. Elle ne nécessite aucun consalement délibéré. Elle est simplement le résultat des processus naturels qui gouvernent la biosphère. Les civilisations qui dépendaient d'un climat spécifique, d'un pattern d'eau spécifique, d'une écologie spécifique, ne peuvent pas persister lorsque ces conditions changent. Elles disparaissent non pas dramatiquement, mais progressivement, comme une extinction s'insinuant lentement. Çatalhöyük occupe une position particulière dans la compréhension archéologique de comment les civilisations s'enfouissent. Contrairement à Pompéi, qui a été préservée instantanément par une catastrophe, Çatalhöyük a été enseveli graduellement par le processus normal de l'habitation humaine prolongée. Le site se trouve en Anatolie centrale, dans la Turquie contemporaine, dans la plaine de Sumra, région fertile arrosée par la rivière Büyük Menderes. Le site couvre une superficie d'environ 13 hectares et s'élève à une hauteur de 25 mètres au-dessus de la plaine environnante. Cette élévation n'est pas naturelle, c'est une construction humaine accumulée. Çatalhöyük a été habité de manière continue, ou du moins très régulière, pendant environ 1400 ans, de circa 9100 avant Jésus-Christ jusqu'à environ 7900 avant Jésus-Christ. Cette durée fait de Çatalhöyük l'une des plus longues habitations continues documentées de l'époque néolithique. Les premières fouilles menées par James Mellart dans les années 1960 ont révélé l'extraordinaire densité d'habitation du site. Les maisons étaient construites en adobe, terre comprimée et séchée au soleil, et étaient étroitement agglutinées. Les archéologues notent que les structures n'avaient pas de porte au niveau du sol. L'entrée se faisait par le toit, descendant une échelle ou une rampe pour arriver à l'intérieur. Cette configuration suggère un système de défense possible. Les toits agissaient comme une barrière commune. Ce qui distingue Çatalhöyük est sa méthode de reconstruction. Lorsqu'une maison s'usait ou devenait instable, les habitants la détruisaient délibérément jusqu'aux fondations, puis construisaient une nouvelle structure directement sur le site ancien. Parfois, ils conservaient ainsi les fondations et reconstruisaient les murs. Parfois, ils creusaient incomplètement et recommençaient. Ce cycle de destruction et reconstruction s'est répété des centaines de fois au cours des 1400 ans d'habitation. Les conséquences archéologiques de ce processus sont remarquables.
Les fouilles montrent distinctement les lignes de démarcation entre les niveaux. Chaque niveau ou couche stratigraphique représente une ou plusieurs générations d'habitations. Les archéologues ont identifié environ 17 niveaux majeurs, chacun subdivisé en phases plus petites. Le niveau le plus ancien, le niveau 17, date de circa 9100 avant Jésus-Christ. Le niveau le plus récent, le niveau 1, date de circa 7900 avant Jésus-Christ. En descendant progressivement dans les excavations, on remonte donc progressivement dans le temps. À mesure que les archéologues creusent, la complexité des habitations change. Les niveaux inférieurs, matériels plus anciens, montrent des maisons plus simples avec des installations moins développées. Les niveaux supérieurs, plus récents, montrent une augmentation en sophistication architecturale, une meilleure utilisation de l'espace, des matériaux plus raffinés. Mais ce qui est fascinant n'est pas seulement l'architecture, c'est la continuité du site malgré ce processus constant de destruction et reconstruction. Les peuples de Çatalhöyük auraient pu se déplacer ailleurs, ils auraient pu abandonner le site et construire une nouvelle colonie à proximité. Au lieu de cela, ils ont choisi de rester au même endroit, génération après génération, reconstruits sur les ruines de leurs ancêtres. Ce choix reflète probablement l'importance stratégique ou économique du site. La région était fertile, l'eau y était abondante. Des sources thermales à proximité pourraient avoir eu une importance religieuse. Quelle que soit la raison, Çatalhöyük représentait un lieu d'importance suffisante pour justifier une habitation persistante malgré la nécessité constante de reconstruction. Mais à un certain moment, circa 7900 avant Jésus-Christ, l'habitation a simplement cessé. Les archéologues ne trouvent aucune trace d'une destruction catastrophique au sommet du niveau 1. Il n'y a pas de couche de cendres volcaniques, pas de squelette indiquant une épidémie violente. Il semble plutôt que les habitants aient simplement décidé que le site n'était plus viable et se soient déplacés ailleurs. Peut-être le climat avait changé, peut-être la rivière avait modifié son cours, peut-être les ressources locales s'étaient épuisées, les raisons exactes demeurent obscures. Ce qui est certain, c'est qu'après l'abandon, le site s'est rapidement enfoncé dans l'oubli. Aucune population ultérieure de la région ne semble avoir compris l'importance archéologique de Çatalhöyük. Le site n'a pas été réoccupé de manière significative. Il s'est simplement assis, progressivement couvert par l'accumulation éolienne de sédiments du vent de la plaine environnante. Des millénaires se sont écoulés. Des dynasties ont émergé et croulé ailleurs. La civilisation moderne de l'Anatolie s'est développée. Et Çatalhöyük demeurait enfouie, devenue une colline sans distinction apparente dans le paysage anatolien. Ce n'est que dans les années 1950 que des prospecteurs archéologiques ont remarqué la colline anormale et l'ont identifiée comme un site potentiellement important. Çatalhöyük avait disparu pendant environ 10 000 ans, 10 millénaires. Durant tout ce temps, elle n'avait pas besoin d'être cachée activement. Elle avait simplement besoin d'être oubliée progressivement, recouverte doucement par le passage du temps. La disparition d'une civilisation ancienne est rarement un événement dramatique. Elle est généralement le résultat de processus accumulatifs, lents, géologiquement banals. Ces processus opèrent sans intention, sans plan délibéré, simplement selon les lois de la thermodynamique et de l'érosion. Comprendre ces processus est crucial pour évaluer correctement les mythologies de civilisations perdues, car elles nous disent moins sur des réalités cachées que sur la compréhension humaine de l'impermanence matérielle. Le premier processus est la sédimentation. Lorsqu'une ville est abandonnée, elle commence immédiatement à se remplir. Le vent transportant la poussière et le sable, la pluie lessivant les sols voisins et les déposant dans les dépressions, les tempêtes apportant la matière organique morte, les rivières crues inondant les aires adjacentes et laissant des dépôts d'alluvions. Au cours d'une année, une abandoned city peut recevoir plusieurs centimètres d'accumulation. Au cours d'un siècle, plusieurs mètres. Au cours d'un millénaire, la ville n'existe plus en tant que structure visible. C'est devenu une colline. Ce processus varie considérablement selon le climat et la géographie. Dans les régions arides, la sédimentation est plus lente mais plus uniforme, principalement le sable. Dans les régions humides, la sédimentation est sans plus rapide mais plus hétérogène. Mélange de terre, de matière organique décomposée, de débris fluvial. Dans les régions côtières, les processus de sédimentation sont compliqués par la fluctuation des niveaux de l'eau. Dans les régions montagneuses, l'érosion rapide des hauteurs supérieures fournit un apport constant de sédiments. Le deuxième processus est l'effondrement structural.
Une fois qu'une ville cesse d'être maintenue activement, les structures commencent à échouer. Les toits, sans entretien, deviennent fragiles. Après quelques hivers d'exposition, le bois se pourrit et s'effondre. Les murs d'adobe, exposés à la pluie, commencent à se désagréger. Après quelques cycles de pluie et de sécheresse, les murs en adobe peuvent quand se dissoudre partiellement. Les murs en pierre, bien qu'ils se dégradent plus lentement, commencent à être conquis par la végétation. Les racines des plantes pénètrent les interstices. Au cours de quelques décennies, un bâtiment robustement construit peut être réduit à des fondations fragmentées. Le troisième processus est la colonisation biologique. Lorsqu'une ville humaine cesse d'être maintenue, elle devient rapidement un habitat pour d'autres organismes. Les insectes s'installent dans les structures, les rongeurs creusent des terriers sous les fondations. Les plantes envahissent les cours ouvertes. Après quelques générations, la végétation a complètement intégré les structures urbaines dans le paysage naturel. Les arbres poussent à travers les bâtiments, les lianes couvrent les murs. Finalement, la ville ancienne devient simplement une partie de la forêt ou du maquis local. Ce phénomène est particulièrement spectaculaire dans les régions tropicales. Les ruines mayas de Tikal, de Caracol et d'autres sites majeurs du Yucatan ont été progressivement engloutis par la jungle maya après l'effondrement des civilisations classiques mayas. Les arbres géants de la jungle ont poussé directement à travers les structures de pierre. Les vignes se sont enroulées autour des pyramides. En quelques siècles, la jungle avait consommé les villes. Lorsque les explorateurs européens ont découvert ces ruines, elles étaient suffisamment ensevelies par la végétation qu'elles semblaient faire partie intégrale du paysage naturel. Le quatrième processus est l'érosion chimique. Certains matériaux de construction, notamment l'adobe et le calcaire, sont chimiquement instables en présence d'eau. L'adobe composé de terre et de paille se désagrège simplement en présence d'humidité. Le calcaire, bien que plus résistant, se dissout lentement dans l'eau légèrement acide. Au cours de millénaires, les structures calcaires peuvent être réduites à des résidus fragmentaires. Ce processus est particulièrement efficace dans les régions avec des précipitations élevées. Le cinquième processus est la remobilisation post-dépôt. Les couches archéologiques ne sont pas simplement des strates passives de matériel accumulé. Elles sont remobilisées constamment par les bioturbations, les organismes creusant, les racines pénétrant, les processus de cryoturbation dans les régions froides. Cette remobilisation mélange les niveaux stratigraphiques, compliquant la détermination des chronologies imprécises. Elle peut aussi disloquer les structures artificielles, fragmentant ce qui avait été une ville cohérente en une collection de débris dérangés. Le sixième processus est l'activité tectonique. Les tremblements de terre secouent les structures. Les effondrements de terrain créent des subsidences. Les mouvements tectoniques peuvent élever ou abaisser le niveau relatif des mers. En Méditerranée orientale, l'activité sismique continue peut avoir joué un rôle dans le déclin de plusieurs civilisations côtières. À Jéricho en Palestine, une succession de tremblements de terre destructeurs et de reconstruction caractérise le record archéologique de la ville. Ensemble, ces processus, sédimentation, effondrement, colonisation biologique, érosion chimique, remobilisation, activité tectonique, opèrent systématiquement pour effacer les traces de civilisation. Ils ne nécessitent aucune intention, ils ne demandent aucun secret gardé. Ils fonctionnent simplement en obéissance aux lois de la physique et de la biologie. Une ville abandonnée commence son processus d'oubli immédiatement. Après quelques générations, elle est méconnaissable. Après quelques siècles, elle est enfouie. Après quelques millénaires, elle est complètement intégrée au paysage naturel. C'est cette compréhension que la disparition est naturelle, systématique, inévitable, qui doit cadrer notre interprétation des mythologies de civilisations perdues. Ces mythologies ne reflètent pas l'existence actuelle de civilisations cachées. Elles reflètent la compréhension humaine ancestrale du destin de toute civilisation. Elle s'évanouira. Les textes anciens conservent des traces fragmentaires de civilisations disparues. Ces fragments sont rarement directs. Ils ne disent pas « nous vous parlons d'une ville autrefois prospère, maintenant enfouie ». Au lieu de cela, ils parlent en couches, en mythologie, en allusion, en figures de rhétorique. Déchiffrer ces textes nécessite une lecture patiente qui reconnaît qu'une civilisation ancienne ne pouvait pas parler de sa propre disparition de manière directe. Elle pouvait seulement l'imaginer, la mythologiser, la projeter dans des mondes parallèles. La Bhagavata Purana,
compilé approximativement entre les 5e et 12e siècles de notre ère, raconte l'histoire de l'existence du monde à travers une série de cycles cosmiques. Chaque cycle est marqué par la montée et la chute de civilisations. Les textes décrivent une Satya Yuga, l'âge d'or, suivi par 3 autres périodes de déclin progressif. Selon ces textes, nous habitons actuellement la Kali Yuga, l'âge du fer ou de la discorde, caractérisé par le déclin moral et la dégénérescence. À la fin de la Kali Yuga, le monde sera entièrement renouvelé. Ce schéma cyclique est remarquable parce qu'il reflète une observation empirique. Les civilisations humaines ne progressent pas linéairement. Elles croissent, atteignent un apogée, puis déclinent. Cette observation pourrait être extrapolée à partir de l'observation directe des dynasties. Les auteurs de la Bhagavata Purana auraient pu voir directement comment les empires antérieurs s'effondraient. Ils auraient pu conserver les souvenirs de régions autrefois prospères devenant désolées. Leur mythologie cosmique pourrait donc refléter une compréhension historique réelle de la cyclicalité civilisationnelle. Ce qui est particulièrement intéressant dans les descriptions des mondes souterrains dans les textes hindous, c'est leur spécificité économique et politique. Patala n'est pas simplement un domaine sombre, il est décrit comme possédant ses propres villes, ses propres royaumes, ses propres hiérarchies. Le roi Bali qui gouverne Sutala, le plus bas des mondes, est décrit comme un administrateur compétent, juste dans ses jugements aimé de ses sujets. Ces descriptions de gouvernance efficace suggèrent peut-être une mémoire d'une civilisation réelle qui avait atteint une sophistication gouvernementale considérable avant de disparaître. Les textes grecs, particulièrement les dialogues de Platon, offrent un cas différent. Platon mentionne l'Atlantide 2 fois, dans le Timée et le Critias. Selon Platon, l'Atlantide était une civilisation avancée qui existait 9000 ans avant sa propre époque. Elle était gouvernée par une lignée royale extraordinaire. Elle possédait une technologie sophistiquée, une architecture grandiose et une grande prospérité. Mais elle s'est devenue corrompue moralement, et en punishment, les dieux l'ont écrasée en une seule nuit et un seul jour, submergée dans la mer. Il y a longtemps, les érudits ont reconnu que cette description correspondait partiellement aux éléments historiques connus. L'île de Crète, centre de la civilisation minoenne, s'était développée comme une culture maritime sophistiquée approximativement 2000 avant Jésus-Christ. Elle avait atteint son apogée circa 1000 septimée 500 avant Jésus-Christ. Puis, vers 1650 avant Jésus-Christ, l'Islande de Santorin, elle-même située en mer Égée près de Crète, s'est explosée dans une éruption volcanique cataclysmale. Cette éruption aurait causé des tsunamis énormes qui auraient endommagé les ports crétois et désorganisé la civilisation minoenne. Le moment de cet événement, relatif à la chronologie humaine, est cependant comprimé. Platon situe l'Atlantide 9000 ans avant Socrate, circa 9600 avant Jésus-Christ. L'éruption de Santorin s'est produite environ 900 ans plus tard. Cette disparité chronologique a amené certains érudits à conclure que Platon avait simplement comprimé la chronologie historique, ou que sa narration n'était pas basée sur des événements historiques spécifiques, mais sur la mythologie générale de l'élévation et de la chute des civilisations. Néanmoins, ce qui est notable est que Platon possédait au moins une connaissance générale de la destruction de civilisations côtières, que cette connaissance provenait d'une source historique spécifique ou d'une compréhension mythologique générale, elle reflète la conscience que les civilisations maritimes sophistiquées peuvent disparaître soudainement. Les textes mésopotamiens, plus anciens que les textes grecs, préservent des détails de l'inondation légendaire mentionnée dans le récit de Noé, mais aussi dans plusieurs traditions mésopotamiennes. L'épopée de Gilgamesh raconte que Gilgamesh rencontre un survivant d'une inondation ancienne qui avait détruit une civilisation antérieure. Le déluge dans ce texte est présenté comme un jugement divin provoqué par le bruit excessif produit par l'humanité. Les archéologues ont longtemps débattu si ces narrations d'inondation reflétaient une expérience historique réelle. Certaines excavations à Ur, en Mésopotamie, ont révélé une couche de sédiments dépourvue de matériel archéologique, une couche que certains archéologues initially interprétaient comme les restes d'un déluge universel. Cependant, des recherches ultérieures ont suggéré que cette couche représentait simplement une inondation locale du Tigre et l'Euphrate, un événement commun en Mésopotamie mais rarement catastrophique à l'échelle civilisationnelle. Néanmoins, la récurrence de narrations d'inondations dans plusieurs traditions mésopotamiennes et égyptiennes suggère que les inondations fluviales étaient une menace réelle et mémorée.
Les populations anciennes qui vivaient en dépendance des rivières pour irrigation et transport auraient régulièrement connu des inondations destructrices, que ces inondations auraient été mythologisées comme étant de plus grande ampleur que ce qui était historiquement probable et compréhensible. Ce qui unit tous ces textes anciens est qu'ils parlent de disparition. Ils ne parlent pas de civilisation continuant d'exister secrètement. Ils parlent de civilisation ayant disparu, d'empires vendadélires s'étant effondrés, de mondes anciens ayant cessé d'exister. Que cette disparition soit imaginée comme étant volontaire, migration, ou forcée, catastrophe, ou cosmique, intervention divine, elle demeure disparition. Les textes anciens semblent accepter que le destin de toute civilisation humaine est l'évanouissement. L'archéologie est une science de fragments. Les archéologues ne reconstruisent de jamais une histoire complète de la préhistoire ou de l'Antiquité. Ils découvrent maintenant plutôt des restes fragmentaires, dans des objets de poterie, donc des structures sans détériorer, des betrati et des ossements anciens. De ces fragments, ils extrapolent une compréhension de civilisation passée. Mais cette extrapolation contient nécessairement des lacunes. Ces lacunes, les espaces entre ce qui est connu et ce qui peut être inféré, créant l'espace où l'imagination culturelle prospère. Une lacune archéologique majeure concerne les périodes intermédiaires entre des civilisations documentées. Entre l'Ancien Empire égyptien et le Moyen Empire, approximativement entre 2100e et 2030 avant Jésus-Christ, les records archéologiques sont fragmentaires. On sait que l'Ancien Empire s'est effrité graduellement. On sait que le Moyen Empire a finalement émergé. Mais la première période intermédiaire est mal documentée. Peu de monuments importants ont été construits, peu de textes d'importance administrative survivent. Et pourtant, la population égyptienne ne disparaît pas. Elle continue d'exister, probablement fragmentée en entités politiques plus petites, moins centralisées. Cette lacune a promu l'imagination. Certains observateurs antiques ont supposé qu'une civilisation majeure doit avoir disparu pendant cette période. D'autres ont imagé que les provinces égyptiennes, libérées du contrôle central, avaient développé des royaumes souterrains parallèles. Ces imaginations n'ont aucun fondement archéologique, mais elles surgissent tout naturellement de la confrontation avec une source manquante. Un autre cas est la Grèce entre l'effondrement de la civilisation mycénienne, approximativement autour de 1200 avant Jésus-Christ, et l'émergence de l'Athènes archaïque, approximativement 900 avant Jésus-Christ. Cette période, appelée l'âge sombre grec, est caractérisée par un appauvrissement archéologique considérable. Les forteresses mycéniennes sont abandonnées. La complexité architecturale décline drastiquement. L'écriture mycénienne disparaît. Pendant 3 siècles, la Grèce semblait être revenue à un état moins civilisé. Ce déclin archéologique a conduit les Grecs eux-mêmes à développer une mythologie pour expliquer la disparition de leurs prédécesseurs. Selon la tradition grecque, la civilisation mycénienne avait été dirigée par des aigles de l'âge, une classe de héros surhumains. À la fin de l'âge du bronze, ces héros avaient tout disparu ou se retiré. La Grèce s'était effondrée en conflits mineurs, guerres tribales, décentralisation. Ce récit, qu'une civilisation supérieure avait disparu et qu'une époque dégénérée l'avait remplacée, était probablement une extrapolation mythologique des faits archéologiques observés. Cependant, les recherches ultérieures ont montré que l'âge sombre grec n'était probablement pas un effondrement aussi complet que les records archéologiques le suggéraient. Les populations ont continué d'exister. Elles avaient simplement adopté un mode de vie moins monumentalement complexe. Plutôt que d'ériger des palais et des forteresses massives, elles habitaient dans des villages dispersés. Plutôt que d'entretenir des administrations écrites et complexes, elles dépendaient d'une transmission orale. Ce changement de complexité a produit ce qu'on appelle maintenant l'âge sombre, non pas une absence de civilisation, mais une civilisation d'un type différent, archéologiquement moins visible. Les lacunes archéologiques sur les continuations d'anciennes routes commerciales produisent un type différent d'imagination mythologique. Des routes comme la route de la soie, qui connectait la Chine, l'Asie centrale, la Perse et la Méditerranée, fonctionnaient et dysfonctionnaient selon les conditions politiques et climatiques. Pendant certaines périodes, ces routes prospéraient pendant d'autres, elles se fragmentaient Certains commerçants tentaient de continuer d'utiliser ces routes malgré l'insécurité. Beaucoup des villes citées le long de ces routes prospéraient pendant les périodes de commerce actif,
et s'effondrer pendant les périodes de déclin commercial. Le mystère archéologique concernant ces villes disparues du corridor de la soie a produit une mythologie riche. Les habitants de régions périphériques ont imagé que les villes perdues du Taklamakan ou du désert du Kalahari contenaient des trésors anciens, des bibliothèques cachées, des cités souterraines. Ces imaginations nécessitaient seulement un peu d'observation des structures abandonnées effectivement découvertes et quelques suppositions sur ce qui aurait pu être avant l'abandon. Les cahiers de lacunes archéologiques les plus profondes concernent les périodes préhistoriques. La préhistoire humaine s'étend sur des centaines de milliers d'années, pendant lesquelles la technologie est passée des outils en pierre à l'agriculture. Cependant, les restes archéologiques de cette période immense sont infinitésimaux. Nous savons que les humains ont migré hors d'Afrique. Nous savons qu'ils ont progressivement peuplé les continents. Mais les détails de ces migrations, les civilisations spécifiques qui ont émergé, les technologies qui ont été développées et perdues, restent largement cachés. Face à ces lacunes massives, l'imagination humaine remplit les espaces. Elle imagine des civilisations préhistoriques avancées. Elle imagine une connaissance ancienne qui aurait été perdue. Elle imagine que les ancêtres primitifs avaient réellement atteint un sommet de sophistication, puis ont décliné. Cette imagerie ne surgit pas de la malveillance ou de l'ignorance. Elle surgit naturellement de la confrontation humaine avec le fragment archéologique limité et la conscience que le temps humain est vaniteusement court comparé au temps géologique. Les lacunes archéologiques sont donc génératives. Elles produisent non pas seulement des hypothèses scientifiques, mais des narrations complètes, des cosmologies, des mythologies. Ces mythologies ne sont pas nécessairement fausses. Elles sont simplement une autre forme de connaissance, une manière différente d'organiser les fragments du passé en quelque chose qui a du sens émotionnel et culturel. À travers les cultures existe un motif remarquablement constant, celui d'un chaos primordial qui précède l'ordre civilisationnel. Cet chaos ne naît pas simplement un état d'anarchie ou de sauvagerie. C'est souvent un état cosmique d'indifférenciation où les limites entre le monde physique et le domaine spirituel, entre le vivant et le mort, entre l'ordre et le non-ordre, sont fluides ou inexistantes. La civilisation émerge lorsqu'un ordre cosmique s'impose sur ce chaos. Dans la mythologie mésopotamienne, ce chaos primordial est représenté par Tiamat, la déesse de la mer primordiale. Tiamat était le vide initial avant que les dieux sumériens et akkadiens ne créent l'ordre. Selon le Enuma Elish, une épopée babylonienne compilée approximativement autour du XIIe siècle avant Jésus-Christ, Marduk, le dieu guerrier, combat Tiamat. Cette bataille représente le triomphe de l'ordre sur le chaos. Le corps de Tiamat vaincu est utilisé pour créer le ciel et la terre. De ce conflit cosmique émerge la civilisation ordonnée. Ce mythe reflète peut-être une compréhension mésopotamienne réelle des conditions géographiques du plateau Tigre-Euphrate. La région étant traversée par deux grands fleuves qui cruent régulièrement. Les périodes de crue produisent une inondation apparemment chaotique. Les inondations remodèlent le paysage, détruisent incadent les structures humaines, font disparaître l'ordre établi. Progressivement, l'inondation se retire et l'ordre humain, l'agriculture, les installations permanentes, les structures sociales peut être réétabli. Ce cycle récurrent aurait pu engendrer là le mythe d'une victoire cosmique périodique de l'ordre sur le chaos. Dans la mythologie égyptienne, le chaos primordial est représenté par Nun, l'océan infini. Avant la création, Nun existait comme une matière informe, sans limite, sans différenciation. Puis le dieu créateur, soit Atum ou Ptah selon les traditions, émerge de Nun et crée l'ordre, le ciel, la terre, les dieux, l'humanité. Chaque jour, le dieu soleil Ra navigue à travers le ciel, maintenant l'ordre cosmique. Chaque nuit, Ra doit combattre le serpent Apophis, qui représente le chaos menaçant de reconquérir le monde. À chaque aube, l'ordre triomphe temporairement, mais la bataille doit être recommencée à chaque crépuscule. Ce mythe reflète peut-être la géographie égyptienne du Nil. Le Nil, qui traverse un désert, est la source de toute vie en Égypte. L'ordre égyptien, la civilisation, l'agriculture, la structure sociale existent en une mince bande le long du Nil. Hors de cette bande, le désert règne. Le chaos, l'absence d'ordre, la menace constante de l'absorption de la civilisation par les sables. Chaque année, lors de la crue du Nil, cette menace augmente. Chaque année, la crue se retire, et l'ordre égyptien, précaire mais résilient, persiste. Dans la mythologie hindoue, ce même motif apparaît sous une forme un peu différente. Selon plusieurs traditions hindoues, le Brahmanda, l'univers,
subit des cycles d'émergence et de dissolution. À l'apogée d'une époque cosmique, l'ordre et la vertu dominent. À la fin de l'époque, le désordre s'accumule progressivement. Finalement, Shiva ou d'autres divinités destructrices provoquent la dissolution du monde, mais cette dissolution n'est jamais permanente. Après la destruction, l'univers est recréé. Un nouveau cycle commence. Ce processus cyclique, création, ascension, déclination, dissolution, recréation, miroire les cycles réels que les civilisations subissent. Les dynasties émergent, prospèrent, commencent à décliner, puis s'effondrent. Les empires croissent, atteignent un apogée, puis se fragmentent. Mais les cycles cosmiques hindous opèrent à une échelle si massive, des millions d'années pour un seul cycle complet, que le déclin et le renouvellement peuvent sembler essentiellement immobiles du point de vue d'une vie humaine. Dans la mythologie chinoise, un motif similaire existe. Les dynasties changent selon le mandat du ciel. Une dynastie juste prospère. Une dynastie injuste accumule le dysfonctionnement jusqu'à ce qu'elle soit finalement renversée. Une nouvelle dynastie reconnaît le mandat et établit un nouvel ordre. Ce cycle recommence. Cependant, contrairement à beaucoup de mythologies occidentales, ce motif n'est pas cosmique, c'est historique. Les Chinois anciens comprenaient bien que les dynasties humaines réelles subissaient ces cycles. Dans la mythologie nordique, le chaos primordial est représenté par Muspelheim, le monde du feu, et Niflheim, le monde du froid. Entre ces deux régions existe Ginnungagap, le vide primordial. Selon les Eddas, la création se produit lorsque ces formes extrêmes interagissent. Mais ce qui est distinctif dans la mythologie nordique, c'est son pessimisme cosmique. Contrairement à d'autres traditions, les Nordiques croyaient que le monde créé n'était pas permanent. Il subirait une destruction finale, Ragnarok, quand les chaînes qui retiennent les forces du chaos se briseraient. Les géants ennemis envahiraient Asgard. L'univers serait englouti dans l'océan. Tout ce qui existe serait annihilé. Mais même cette vision pessimiste contient un élément de renouvellement. Après Ragnarok, un nouveau monde émerge des eaux. Les dieux survivent. La vie recommence. L'ordre cosmique persiste, bien que renouvelé. Ce qu'on observe à travers toutes ces traditions, c'est une conscience partagée que l'ordre n'est jamais absolument assuré. Le chaos menace constamment d'envahir et d'annihiler la civilisation. Chaque culture a développé une narration mythologique pour comprendre et contextualiser cette menace. Mais en examinant ces narrations, on peut reconnaître qu'elles parlent moins d'une réalité cosmique que de la fragilité humaine, de l'impermanence de toute structure humaine, de la menace constante que le monde que nous avons créé peut être détruit et oublié. Ces interprétations comparatives du chaos primordial suggèrent donc que les mythologies de mythologie de mondes perdus et de civilisations enfouies ne parlent pas d'une réalité spécifique. Elles parlent d'une compréhension universelle, que toute civilisation, peu importe sa grandeur, est temporaire, fragile et finalement sujet à la disparition. La question historique centrale que tout empire doit confronter est simple. Pourquoi perdront-ils ? Les réponses que l'historiographie a fournies sont diverses, mais certains thèmes récurrents émergent. Comprendre ces thèmes est crucial pour évaluer raisonnablement les mythologies de civilisations perdues, car elles nous disent qu'une civilisation n'a pas besoin d'être secrètement anéantie pour disparaître. Elle a seulement besoin d'être soumise aux forces historiques ordinaires. Le premier facteur est l'instabilité écologique. Un empire construit sur une écologie spécifique ne peut persister si cette écologie change drastiquement. La civilisation de la vallée de l'Indus prospérait lors de régimes climatiques spécifiques de la mousson. Lorsque ces régimes ont changé, une hypothèse soutenue par la modélisation climatique paléo, le système de subsistance s'est effondré. L'agriculture, base économique de l'empire, s'est devenue inviable. Les populations ont dû migrer. Sans une base économique agricole stable, la structure urbaine complexe ne pouvait persister. Le second facteur est l'instabilité politique. Un empire requiert un mécanisme de succession du pouvoir qui maintient la cohérence. Lorsque ce mécanisme échoue, une succession contestée, une faiblesse du leadership central, la montée de provinces rivales, l'empire commence à se fragmenter. L'ancien empire égyptien s'est progressivement fragmenté, non pas par une catastrophe, mais par un affaiblissement du pouvoir pharaonique central. Les provinces ont commencé à établir leur propre autorité. Les fonctionnaires mineurs ont commencé à exprimer une autonomie politique. Progressivement, l'unité politique a cédé place à une multiplicité de pouvoirs régionaux. Le troisième facteur est l'instabilité économique.
Un empire accumule une élite administrative qui dépend de flux économiques stables pour supporter sa bureaucratie. Si ces flux s'interrompent par perte de contrôle sur les routes commerciales, par effondrement de la demande pour les produits d'exportation, par interruption des tribus des territoires vassaux, l'élite administrative ne peut plus se supporter. Cette classe commence à se dissoudre. Lorsque l'élite administrative se fragmentait, la cohérence institutionnelle de l'Empire se fragmentait avec elle. Le quatrième facteur est l'instabilité militaire. Un empire maintient généralement son intégrité territoriale par une menace militaire implicite. Ses voisins respectent ses frontières parce qu'il peut défendre celles-ci. Si sa puissance militaire décline par perte d'accès aux ressources militaires, par changement dans la technologie militaire, par dégradation de la discipline, par perte de loyauté des forces, alors ses voisins deviennent progressivement plus agressifs. L'Empire commence à perdre des provinces périphériques. Cette perte réduit sa base de ressources, ce qui réduit davantage sa capacité militaire. Un cycle de déclin s'enclenche. Le cinquième facteur est la dégénérescence démographique. Si les taux de natalité décroissent ou si une maladie infectieuse ravage la population, l'Empire perd la main-d'œuvre agricole et militaire qui soutient sa structure. La peste justinienne du VIe siècle de notre ère aurait réduit la population de l'Empire byzantin de 10 à 40%. Cet effondrement démographique massif a progressivement désorganisé la structure militaire et économique de l'Empire. Le sixième facteur est l'instabilité idéologique. Un empire, pour persister, requiert un consensus suffisant que son mode de gouvernance est légitime. Si ce consensus s'érode, par exemple si une nouvelle religion émerge qui délégitimise les structures existantes de pouvoir, l'empire commence à se fragmenter moralement avant de se fragmenter politiquement. La transition de l'Empire romain du paganisme au christianisme a progressivement réorganisé la légitimité du pouvoir impérial. Bien que le christianisme n'ait pas directement causé l'effondrement de l'Empire romain, il a réorienté les loyautés idéologiques d'une manière qui a compliqué la maintenance de la structure impériale centralisée. Le septième facteur est d'installer l'instabilité technologique. Parfois, un empire dépend d'une technologie ou d'une ressource spécifique. Si cette technologie devient obsolète ou si la ressource devient inaccessible, l'Empire perd un avantage compétitif majeur. L'Empire romain dépendait de routes de commerce stables, d'une force militaire bien armée, d'une bureaucratie capable d'écrire et de maintenir des records. À mesure que l'infrastructure se détériorait pendant la période dite de décadence romaine, la bureaucratie s'effondrait. Sans bureaucratie écrite, l'Empire ne pouvait plus coordonner ses activités. Il se fragmentait en unités politiques régionales. Ce qui est remarquable dans tous ces facteurs, c'est qu'aucun ne nécessite une explication mythologique ou surnaturelle. Un empire s'effondre parce que les forces matérielles et historiques le submergent progressivement. Il ne disparaît pas en une nuit. Il se désagrège graduellement au cours de générations. Les structures que ses fondateurs avaient laborieusement érigées se dégradent. Les populations qui les habitaient y se dispersent. Les murs qui avaient séparé la civilisation du chaos extérieur s'usent. Pendant ce processus de dégradation, ce n'est pas que la civilisation devient subitement invisible ou se cache. C'est plutôt que les conditions qui avaient permis sa complexité organisée cessent d'exister. Les routes commerciales se ferment, les villes se vident, les technologies d'un sophistiquées ne sont plus maintenues, les traditions écrites cessent d'être transcrites. Ce qui avait été une civilisation se résout progressivement en ses composantes constituantes jusqu'à ce que ce qui reste soit indistinguible du paysage environnant. C'est ce processus, l'effondrement graduel de la complexité systémique, plutôt qu'une destruction catastrophique qui caractérise la majorité des effondrements civilisationnels documentés. Et c'est cette compréhension qui doit encadrer notre interprétation des mythologies d'empires perdus. Ces mythologies ne parlent pas d'empires qui continuent d'exister en secret. Elles parlent d'empires qui ont cessé d'exister du fait de processus historiques ordinaires. L'archéologie, comme discipline, a reconnu une correspondance métaphorique profonde entre la sédimentation physique et l'oubli psychologique. Chaque centimètre de sol accumulé représente non seulement une augmentation de matière physique, mais aussi une augmentation de distance temporelle. Ce qui était visible à la surface devient enfoui. Ce qui était vécu par une génération devient oublié par la suivante. Cette correspondance n'est pas simplement poétique, elle voit des conséquences archéologiques directes. Lorsqu'une civilisation urbaine abandonne une ville, le processus d'oubli commence immédiatement.
Les premières générations, après l'abandon, peuvent encore connaître l'existence du site. Elles peuvent avoir des traditions orales qui transmettent comme des histoires de ce qui s'était passé. Elles peuvent même entretenir une vénération religieuse du site, le visitant régulièrement pour des rites de mémoire. Cependant, à mesure que les générations passent, ce souvenir s'érode progressivement. La troisième ou quatrième génération peut encore connaître des histoires vagues. Mais ces histoires se transforment. Les détails oubliés sont remplacés par l'imaginé. Ce qui avait été une histoire d'abandon politique devient une histoire de catastrophe. Ce qui avait été une description de structures complexes devient exagéré en description de merveilles impossibles. Puis, après environ 4 à 6 générations, approximativement 100 à 200 ans, le site tombe complètement de la mémoire collective. Le nom du site peut survivre fragmentairement, transmis sans contexte. Les ruines deviennent simplement une colline anonyme ou une formation rocheuse inhabituelle. Les habitants contemporains peuvent ne pas même reconnaître qu'il y a des ruines présentes. Ils construisent au-dessus des ruines anciens sans conscience que des civilisations les avaient précédés. Ce processus d'oubli est accéléré par la sédimentation continue. À mesure que le sable, la poussière et les débris organiques s'accumulent, le site physique s'enfonce progressivement. Ce qui avait été visible au niveau du sol original devient enfoui progressivement. Après 100 ans de sédimentation, une accumulation qui, dans certains environnements, peut atteindre plusieurs mètres, aucune structure n'est visible à la surface. Mais ce qui est crucial pour comprendre, c'est que cette sédimentation physique et cet oubli psychologique ne sont pas deux processus séparés. Ils sont un seul phénomène observé de deux perspectives différentes. Le sol qui s'accumule est exactement ce qui rend le passé invisible. Le processus qui enterre les structures physiques est le même processus qui enterre la mémoire dans la conscience collective. L'archéologie a donc dû développer une méthodologie pour lire à travers cette sédimentation de l'oubli. Elle ne demande pas aux habitants contemporains de se souvenir. Elle excave littéralement. Elle creuse à travers les couches de sédiments, progressivement, méthodiquement, jusqu'à ce qu'elle atteigne les couches d'occupation antérieures. En creusant progressivement, l'archéologue inverse littéralement le processus de l'oubli. Elle descend à travers le temps, lisant chaque couche de sédiments comme un chapitre dans une histoire. Ce qui est remarquable dans ce processus, c'est que plus profondément on creuse, plus ancienne devient la couche et plus oubliée a été cette couche. Les couches profondes peuvent n'avoir pas été visitées par un être humain depuis des milliers d'années. Elles représentent un oubli si complet que même les mythologies locales ne parlent plus du site. Même les noms de lieux antérieurs ont été oubliés. Seules les strates sédimentaires continuent de parler, muettement, du passé qui avait existé. Comprendre la sédimentation comme oubli a des implications profondes pour notre interprétation des mythologies de civilisations perdues. Ces mythologies parlent presque universellement du processus d'oubli. Elles décrivent comment une civilisation s'enfonce progressivement hors de la mémoire humaine. Elles déplorent en milieu la perte de connaissance et de sagesse. Elles posent la question métaphysique. Où va ce qui est oublié ? Les textes hindous parlent de la Kali Yuga, l'âge de la discorde, comme une période où la sagesse antérieure s'estompe progressivement. Les textes égyptiens parlent de l'oubli de Dieu, la cessation de la performance rituelle et du maintien de la mémoire religieuse comme une forme de mort spirituelle. Les textes mésopotamiens parlent de civilisations antérieures dont l'existence a été presque entièrement oubliée, conservée seulement dans des fragments mutilés de tablettes d'argile. Ce que toutes ces traditions semblent reconnaître est que l'oubli est un processus aussi naturel et inévitable que la sédimentation elle-même. Tout ce qui existe matériellement disparaît finalement de la conscience vivante. La seule protection contre l'oubli complet est l'enregistrement écrit, et même cela ne garantit pas la survie. Les bibliothèques brûlent, les tablettes sont brisées, les textes sont traduits si souvent que leur sens originel se perd. Ce qui est profondément humain dans ces mythologies de civilisations perdues, c'est qu'elles expriment une protestation contre l'oubli inévitable. Elles insistent que ce qui a existé ne devrait pas être complètement annihilé de la mémoire. Elles cherchent à préserver, à travers la narration mythologique, une trace de ce qui avait autrefois existé mais qui a disparu du monde visible. En ce sens, toute mythologie de civilisation perdue est une tentative de résister à l'inévitable processus de sédimentation de l'oubli. C'est une tentative de dire « ces peuples ont existé, ces civilisations ont réalisé des accomplissements, elles ne devraient pas être entièrement oubliées ». Et de cette tentative émerge la question persistante.
Quelque part enfouies sous les sédiments du temps, ces civilisations continuent-elles à exister? Continuent-elles à se souvenir, même si le monde vivant les a oubliées? À travers les cultures humaines, une catégorie spéciale de narration existe, ce que nous pourrions appeler les traditions de monde mémoralisées. Ces traditions préservent des histoires de civilisations passées, non pas comme histoire objective, mais comme contes moralisés qui emploient d'abord le passé pour communiquer des vérités spirituelles ou éthiques. Dans la tradition hindoue, les 4 yugas, Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga et Kali Yuga, fonctionnent comme des mondes mémoralisés. Chaque yuga n'est pas simplement une période chronologique. Chaque yuga est une illustration d'un état moral et spirituel de l'univers. Satya Yuga, l'âge d'or, est une période où la vertu règne, où les dieux et les humains vivent en harmonie, où la sagesse est abondante. Kali Yuga, l'âge de la discorde, est une période où la vertu décline, où la corruption s'infiltre, où la sagesse s'érode. Ce qui est assez remarquable est que ces yugas ne sont pas arbitraires. Chaque yuga correspond à une description de sociétés humaines réelles qui auraient ensemble pu être observées. Satya Yuga ne décrit pas une société impossible. Elle décrit une société hypothétique où les structures de pouvoir fonctionnent parfaitement, où l'agriculture prospère sans interruption, où les maladies et les conflits n'existent pas. Cette description, bien qu'idéalisée, pourrait servir de modèle pour la perfection que toute civilisation devrait aspirer. De même, la description de la décadence progressive à travers les yugas reflète une observation empirique réelle, qu'aucune société ne reste en état de prospérité permanente. Toute civilisation, à un moment donné, commence à accumuler les dysfonctionnements. À travers la mythologie des yugas, les traditions hindoues préservent vraiment cette compréhension d'une manière intemporelle. Dans la tradition juive et chrétienne, l'âge d'or prend la forme du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'est pas seulement un lieu physique, c'est un état de civilisation parfaite, avant la chute, avant le péché, avant la corrosion morale. La narration de la chute, la désobéissance d'Adam et d'Ève, leur expulsion du jardin fonctionne de manière similaire aux mythologies hindoues de la décadence progressive. Elle explique comment une humanité perfectionnée au commencement a progressivement dégénéré. Ce qui est fascinant est que cette narration religieuse n'a pas besoin d'être historiquement exacte pour transmettre une vérité psychologique et éthique importante, que l'innocence précède la connaissance, que la perfection précède la corruption, que le déclin moral est une possibilité existentielle inhérente à la conscience humaine. Dans la tradition bouddhiste, le monde mémoralisé est exprimé à travers la notion de kusala akusala, le monde des actions habiles et inutiles. La tradition bouddhiste décrit un monde où les actions morales produisent invariablement des conséquences positives et les actions immorales produisent donc des conséquences négatives. Ce monde mérité n'est pas la description fidèle du monde physique, où les actions immorales peuvent souvent avoir des résultats positifs. Au lieu de cela, c'est une description du monde comme il devrait être si la justice universelle opérait parfaitement. La tradition mésopotamienne ancienne mémorialise un passé de rois ou de demi-dieux de sagesse extraordinaire. Selon les listes des rois sumériennes, les anciens rois de Sumer avaient régné pendant des périodes impossiblement longues, 4000 ans, 6000 ans. Certains de ces rois semi-légendaires, comme Gilgamesh, sont présentés comme ayant reçu une sagesse cosmique directement des dieux. Ces descriptions ne sont probablement pas des rapports historiques. Elles sont plutôt des expressions d'une nostalgie culturelle pour une période où le leadership était supposé être sage et juste. Ce qui relie toutes ces traditions de monde mémoralisé est qu'elles opèrent selon une logique morale plutôt qu'une logique historique. Elles ne demandent pas, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé. Au lieu de cela, elles demandent quelles histoires morales ou spirituelles devrions-nous raconter pour communiquer des vérités que nous jugeons importantes. Cependant, ce qui est intéressant est que ces traditions morales sont généralement enracinées dans une compréhension réelle de la façon dont les civilisations fonctionnent. Les descriptions hindoues Kangsilu des yugas reflètent une observation réelle du cycle de prospérité et de déclin. Les descriptions chrétiennes de la chute reflètent une observation réelle de la réalité du mal et de la souffrance humaine. Les descriptions bouddhistes d'une justice universelle reflètent une aspiration morale réelle, même si elle n'est réalisée que imparfaitement dans le monde réel. Ces traditions mémoralisées ne se prétendent généralement pas à être des descriptions empiriques exactes du passé. Elles se prétendent plutôt à être des illustrations de vérités universelles qui transcendent toute période spécifique.
Dans ce sens, elles sont une forme de sagesse transmise à travers l'archétype mythologique plutôt qu'à travers l'histoire empirique. Ce qui est remarquable pour notre exploration du motif de la civilisation perdue est que presque aucune de ces traditions mémorialisées ne place l'âge d'or dans un avenir. L'âge d'or, dans la majorité des traditions, est toujours situé dans le passé. L'avenir est dépeint comme une continuation ou une augmentation du déclin. Ce qui était perdu ne peut pas être retrouvé. Ce qui avait existé dans sa perfection a disparu de l'histoire. Cette orientation temporelle, vers le passé, vers la nostalgie, vers une perfection perdue, suggère quelque chose d'important sur la conscience humaine face à la civilisation. Elle suggère une compréhension profonde que la condition humaine est marquée non par le progrès, mais par la dégénérescence. Tout ce qui s'élève finira par tomber. Tout ce qui est créé finira par disparaître. La façon dont une civilisation disparaît physiquement informe profondément la manière dont elle est mémorialisée culturellement. Les trois modes principaux d'ensevelissement, l'eau, la cendre volcanique et la poussière, créent chacun une archéologie distincte et une mythologie distincte. Le premier mode est l'ensevelissement par l'eau. Cela peut se produire par submersion côtière, lorsque les niveaux des mers augmentent ou lorsqu'une région s'enfonce tectoniquement sous le niveau des mers, ou par inondation fluviale, lorsqu'une rivière change de course déposant des couches épaisses de sédiments alluviaux sur les structures humaines. Les civilisations côtières qui ont disparu sous l'eau laissent un type particulier d'archives archéologiques. Les structures ne se désintègrent pas rapidement. L'eau froide et l'absence d'oxygène ralentissent les darran extincts sur la dégradation. Au place, les stubetiralis front les structures humaines sont préservées sous une couche de sédiments marins progressivement lithifiés en roche. Ce qui est culturellement significatif est que la submersion par l'eau a produit un type particulier de mythologie, les légendes de continents engloutis et de royaumes submergés. L'Atlantide de Platon, les terres hypothétiques de Mu et de Lemuria, les îles perdues de Avalon et de Tir Nanog, toutes ces entités mythologiques sont caractérisées par leur submersion dans l'eau. La mythologie reflète ici une compréhension réelle de processus géologiques, que certaines terres habitées sont en train d'être progressivement submergées. Le second mode est l'ensevelissement par cendres volcaniques. Ceci se produit lorsqu'une région habituelle se trouve en proximité d'une montagne volcanique active. Pompéi et Herculanum offrent les exemples les plus célèbres, mais ce phénomène s'est répété à innombrables reprises. L'éruption volcanique dépose une couche épaisse de pumice, de cendres et de matériel volcanique qui peut instantanément, ou sur quelques heures, recouvrir une civilisation. Cette cendre relativement poreuse immédiatement après l'éruption se consolide progressivement en roche tendre au cours des millénaires. Ce qui est archéologiquement remarquable est que cet ensevelissement conserve les structures avec une fidélité extraordinaire. Les maisons, les rues, même les formes des corps humains sont préservées dans des cavités au sein de la cendre consolidée. Ce type de préservation permet une reconstruction architecturale et mode de vie détaillée impossible autrement. Culturellement, les éruptions volcaniques ont souvent été intégrées dans les mythologies comme des interventions divines. Le Vésuve, dans la conscience romaine, était sacré à Héphaïstus, Vulcain en latin, le dieu du feu et de la forge. L'éruption pouvait être interprétée comme une manifestation de colère divine. Cela aurait fourni un cadre mythologique pour comprendre une catastrophe apparemment sans cause. Les dieux avaient jugé et puni. Le troisième mode est l'ensevelissement par poussière et sable. Ceci se produit dans les environnements arides, où la végétation est rare et ne retient pas le sol. La poussière et le sable soufflés par le vent s'accumulent progressivement. Les tempêtes de sable massives peuvent déposer des mètres de matériel en quelques jours. Au cours des siècles, une ville peut être entièrement recouverte par les dunes encroachantes. Ce mode d'ensevelissement est particulièrement courant en Asie centrale et dans le Sahara nord-africain. Ce qui est archéologiquement significatif est que l'ensevelissement par sable tend à être progressif plutôt qu'instantané. Une ville dans le désert verrait d'abord ses périphéries s'enfoncer. Les rues extérieures disparaîtraient progressivement sous la poussière. Progressivement, le centre de la ville serait atteint. Les habitants auraient probablement des générations d'avertissements avant que la ville ne devienne entièrement inaccessible. Ils auraient pu se déplacer graduellement, transportant leurs biens, abandonnant progressivement le site. Culturellement, l'ensevelissement par le sable du désert a produit la mythologie du désert engloutissant.
Le désert dans la conscience humaine est un espace hostile, un vide. Une civilisation engloutie par le désert est une civilisation consommée par le néant. Cela reflète peut-être une réalité écologique, que les régions qui avaient soutenu les civilisations du corridor de la soie ou des oasis du Sahara avaient progressivement cédé place à des conditions de plus en plus arides. Il existe également un quatrième mode, moins dramatique mais extrêmement courant, l'ensevelissement par l'accumulation normale de sédiments du sol. Ceci se produit partout où la végétation végétale s'accumule, où les rivières déposent des matériaux, où l'érosion du paysage supérieur fournit un apport constant de matériel. Ce mode est tellement graduel qu'il est presque imperceptible sur les timescales humaines. Une ville peut s'enfoncer de quelques centimètres par siècle, ce qui signifie qu'après 1000 ans, elle serait enfouie sous plusieurs mètres. Ce qui est culturellement remarquable est que ce quatrième mode, l'ensevelissement banal par l'accumulation normale de sédiments, n'est pas souvent mythologisé comme catastrophe. C'est simplement le processus naturel de la géologie. Il ne demande aucune explanation divine ou surnaturelle, c'est simplement ce qui se passe quand une ville cesse d'être maintenue et que le paysage environnant continue son processus normal de transformation. Ce qui unit tous ces modes de disparition est qu'aucun ne nécessite une civilisation active qui se cache ou se cache. Il nécessite seulement l'abandon et le passage du temps. La civilisation ne disparaît pas en tant qu'entité active. Elle se dissout progressivement, et ses restes physiques sont incorporés dans le paysage naturel. Pour finir cette exploration, il est essentiel d'honorer les limites de ce que l'archéologie peut connaître. Il y a énormément que nous ne saurons jamais sur les civilisations passées. Ces connaissances manquantes ne sont pas simplement des lacunes qui attendront de futures découvertes archéologiques. Elles sont des absences fondamentales, causées par la nature même du record archéologique, par la fragrance du temps, par les limites de ce qui peut persister matériellement. Nous ne trouverons jamais les pensées intimes d'une civilisation antérieure. Nous découvrons parfois des textes, des poèmes, des inscriptions religieuses, des records administratifs. Mais nous recevons l'expression finalisée, non pas le processus de pensée qui l'a produit. Nous ne saurons jamais comment un habitant de la vallée de l'Indus expérimentait sa vie quotidienne sur un niveau psychologique. Nous pouvons inférer à partir des structures et des artefacts. Mais cette inférence sera toujours partiellement imaginée. Nous ne trouverons jamais les conversations ordinaires qui se produisaient dans une civilisation antérieure. L'archéologie nous fournit les déclarations officielles, les textes religieux, les records royaux, les inscriptions publiques. Mais le châté quotidien, les blagues, les commérages, les querelles privées, ces disparaissent complètement. Nous n'avons aucun record des voies réelles des peuples antérieurs. Nous ne trouverons jamais les raisons complètes de pourquoi une civilisation s'est effondrée. Nous pouvons supposer qu'une sécheresse, une invasion ou une instabilité politique jouaient un rôle. Mais la décision finale des humains, pourquoi un parent décidait de partir, pourquoi une communauté décidait d'abandonner un site, reste inaccessible. Ces raisons se trouvent dans la conscience individuelle, ce qui, par définition, ne peut pas se fossiliser. Nous ne trouverons jamais la majorité des artefacts qui auraient caractérisé une civilisation. L'archéologie retrouve seulement ce qui, par chance, a survécu. Ce qui est durable, la poterie, la pierre, les objets métalliques, est fréquemment retrouvé. Mais ce qui était quotidien et non durable, les textiles, les vêtements, la plupart des denrées alimentaires, disparaît presque complètement. Nous percevons donc une civilisation antérieure travers un filtre biaisé vers les matériaux durs et permanents. Nous ne trouverons jamais les textes que nous aimerions le plus lire. Si une civilisation antérieure avait une grande littérature, une chronique détaillée de leurs événements, une archive complète de leurs pensées, ces textes auraient improbablement disparu. La plupart des écrits antérieurs ont été perdus. Seules des fractions de fractions surviennent. La bibliothèque d'Alexandrie aurait contenu plusieurs centaines de milliers de rouleaux. Peu survivent. Nous construisons notre compréhension de la civilisation antique grecque et égyptienne sur la base de quelques pourcents de ce qui avait autrefois existé. Nous ne trouverons jamais les technologies antérieures qui auraient pu avoir existé, mais qui n'ont pas laissé de traces durables. Si une civilisation antérieure avait développé une technologie basée sur des matériaux non durables, par exemple une technologie impliquant principalement le bois, le papier ou les matériaux textiles, il ne resterait que très peu de preuves. Toute technologie basée sur des matériaux organiques s'effondre dans les conditions archéologiques ordinaires. Nous ne trouverons jamais la plupart des villes qui ont jadis existé. L'archéologie, même avec une technologie très avancée,
ne peut fouiller qu'une petite fraction de la surface terrestre. Et innombrables villes antérieures ont existé qui n'ont jamais été découvertes. Elles demeurent enfouies, sous le paysage inconnu, non enregistré. Nous reconstruisons notre compréhension des civilisations antérieures sur la base des quelques pourcents des sites qui ont été découverts et fouillés. Nous ne trouverons jamais la majeure partie de la vie religieuse d'une civilisation antérieure. Les temples et les structures religieuses monumentales peuvent survivre et être découverts, mais la pratique religieuse quotidienne, les rituels domestiques, les croyances individuelles, les variations régionales, ces demeurent inaccessibles. Nous voyons seulement la religion institutionnalisée, monumentale, ce qui a su survivre. Nous ne trouverons jamais une civilisation vivante cachée sous la terre. Cette affirmation est simple, mais fondamentale. L'archéologie, pour examiner une civilisation, doit excaver. Elle doit détruire progressivement les couches sédimentaires pour accéder au matériel en dessous. Si une civilisation vivante existait souterrainement, elle serait détectable par des anomalies gravitationnelles, des sismogrammes, des images radar aériennes, des carottes de forge. Aucun de ces méthodes n'a jamais détecté de grandes structures souterraines de type civilisation sous la surface terrestre. Ce que toutes ces limitations impliquent est que l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. Si une civilisation antérieure s'effondrait lentement, sans laisser de records écrits détaillés de ses raisons, nous ne saurions jamais ce qui s'était réellement passé. Nous construirions plutôt une narration basée sur les fragments archéologiques que nous avions retrouvés, et cette narration serait inévitablement une simplification, une schématisation, une réduction d'une réalité beaucoup plus complexe. Mais ce qui est également important de reconnaître est qu'il y a une distinction cruciale entre « nous ne savons pas ce qui s'est passé » et « une civilisation vivante existe cachée ». La première affirmation honore les limites légitimes du savoir archéologique. La deuxième affirmation présume une existence sans aucune preuve. Une vraie compréhension des civilisations disparues nécessite d'habiter cette tension, de reconnaître pleinement l'étendue de ce qui nous restera jamais inaccessible, tout en refusant de remplir ces lacunes avec des suppositions non vérifiées. L'archéologie, tant qu'elle se veut discipline scientifique, doit opérer selon le principe de l'évidence. Ce qui peut être affirmé doit être soutenu par matériel tangible. Ce qui ne peut pas être soutenu par l'évidence ne doit pas être affirmé comme fait. Pourtant, la réalité du travail archéologique est que le silence archéologique, l'absence de preuves pour quelque chose, est lui-même une forme d'information, mais une information fragile, sujette à la mauvaise interprétation. Lorsqu'une civilisation disparaît sans laisser de textes écrits, nous ne savons rien de ses raisons, de ses motivations, de son expérience auto-reflétée. Nous avons seulement la succession matérielle des niveaux stratigraphiques qui montrent une occupation humaine, puis l'absence soudaine ou graduelle d'occupation. C'est un silence total. Ce silence peut signifier plusieurs choses. Il peut signifier que les habitants se sont déplacés lentement, que la population a décliné progressivement, que la région est devenue moins viable. Mais il peut aussi signifier seulement cela, que ce qui avait existé n'a pas laissé de record. Ce problème devient aigu lorsque nous considérons ce que les mythologies disent que les archéologues ne peuvent pas vérifier. Si une tradition parle d'une civilisation souterraine, les archéologues peuvent fouiller et ne rien trouver. Ce négatif, l'absence de preuves, ne peut jamais définitivement confirmer l'absence de la civilisation. C'est un problème fondamental de la logique empirique. Une absence de preuve n'est pas logiquement identique à la preuve d'une absence. Il est toujours possible d'imaginer un scénario où une civilisation souterraine est si bien cachée qu'elle échappe à la détection. Cependant, il existe une limite pratique à cette argumentation. Si une civilisation souterraine était complexe, requérant des technologies, une population substantielle, des structures élaborées, elle laisserait des traces détectables. Les thermographies infrarouges, la gravimétrie, la sismographie, même la simple excavation exploratoire révéleraient l'existence de grandes structures souterraines. Aucune de ces techniques n'a jamais découvert de telles structures. Nous devons donc, en tant que pratique raisonnable, considérer que l'absence de preuves pour les civilisations souterraines est suffisant pour conclure raisonnablement à leur inexistence. Mais ceci nous amène à la question centrale de cette exploration. Pourquoi donc les mythologies insistent-elles si fortement sur l'existence de mondes perdus ? La réponse, je crois, ne réside pas dans une prétention à des faits historiques obscurs ou des civilisations cachées. La réponse réside plutôt dans la nature même de la conscience humaine confrontée à la mortalité civilisationnelle. L'archéologie nous enseigne une leçon sombre que peu de cultures aiment confronter.
que toute civilisation, peu importe sa grandeur, est temporaire, que les villes que nous construisons seront enfouies, que les murs que nous érigeons s'effondreront, que les records que nous tenons si jalousement seront détruits ou oubliés, que les peuples que nous sommes cesseront d'exister, et leurs descendants ne connaîtront pas même leur nom. Face à cette certitude archéologique de la finitude civilisationnelle, les mythologies de civilisations perdues offrent une forme de résistance. Elles disent, essentiellement, peut-être que ce qui semble perdu n'est pas complètement disparu. Peut-être qu'il existe toujours, transformé en parallèle au monde visible, attendant d'être découvert ou restauré. Cette affirmation n'a aucun fondement empirique, mais elle remplit une fonction psychologique importante. Elle permet à une culture de reconnaître son propre destin mortel tout en refusant d'accepter la finitude complète. Ce qui est fascinant est que la majorité des civilisations ne semblent pas résister à cette réalité. Elles l'acceptent et l'intègrent dans leur mythologie de manière remarquablement directe. Les hindous, avec leur conception des yugas, acceptent même complètement que les civilisations montent et déclinent selon les cycles cosmiques. Les Grecs, avec leur récit du Tartare et de l'Hadès, acceptent donc que la mort et l'oubli sont des composantes nécessaires de l'existence humaine. Les Tibétains, avec leur conception de vie, passée et future, conceptualisent donc la disparition de la civilisation comme une transition plutôt que comme une annihilation. Pourtant, ce qui est peut-être plus intéressant est la question qu'implique toute mythologie de civilisation perdue, celle de la continuité. Si une civilisation disparaît, quelque chose en elle persiste-t-il? Persiste-t-il dans la mémoire? Persiste-t-il dans les gènes biologiques de ses descendants? Persiste-t-il dans les structures matérielles qu'elle avait érigées, qui, même ruinées, continuent à envoyer un message à travers les millénaires? L'archéologie répond à cette question avec une certaine humilité. Oui, quelque chose de la civilisation passée persiste. Ses restes matériels persistent. Ses innovations technologiques influencent le futur. Ses idées, préservées dans les textes, continuent d'être lues et réinterprétées. Mais la civilisation elle-même, en tant qu'entité vivante, avec ses habitants, sa conscience collective, sa vue particulière du monde, cela disparaît irrévocablement. C'est ce silence final, le silence de ce qui ne peut jamais être entièrement connu, de ce qui s'est passé dans les consciences des peuples antériques, des décisions individuelles qui ont Ben Price, qui sous-tend la persistance des mythologies de civilisations perdues. Ces mythologies ne parlent pas réellement de civilisations cachées. Elles parlent du silence archéologique inévitable. Elles protestent contre lui, et en proteste, elles réaffirment la valeur de ce qui, bien que perdu, avait autrefois existé. Au terme de cette exploration, nous retournons simplement au sol. Nous retournons aux couches de terre qui contenaient les civilisations. Nous retournons à la stratigraphie, ce langage muet des sédiments qui continuent de parler, génération après génération, de ce qui avait existé avant d'être enfoui. Çatalhöyük nous reçoit comme il a reçu les archéologues. Une colline légèrement surélevée dans une plaine anatolienne. À la surface, presque rien ne suggère l'extraordinaire complexité qui gît en dessous. On doit creuser. On doit descendre progressivement, mètre après mètre, couche après couche, pour rencontrer les habitations de 9000 ans d'ancienneté. Et quand on atteint enfin ces niveaux profonds, on ne trouve pas une civilisation vivante. On ne trouve que des vestiges, les posaçés fragmentaires, les murs écroulés, les aménagements domestiques arrêtés à jamais au moment de l'abandon. Pompéi offre un témoignage différent. Ici, ce n'est pas une descente lente dans le temps. C'est une descente abrupte, une discontinuité frappante marquée par une couche distinctive de cendres volcaniques. Au-dessus de cette couche, on va l'absence. Au-dessous, une ville préservée précisément au moment de sa destruction, figée dans le tuffeau volcanique. Les dunes du Taklamakan recouvrent les villes oubliées du corridor de la soie. Kashgar, Samarcande, Bukhara, des villes qui ont prospéré, se sont vidées, ont été progressivement englouties par les sables. Aujourd'hui, les archéologues creusent dans ces dunes et retrouvent les artefacts d'une civilisation sophistiquée. Des pièces de monnaie, des tissus, des textes religieux. La civilisation n'était pas cachée délibérément. Elle a simplement été recouverte par le processus naturel du changement climatique et de l'ensevelissement éolien. Le Nil, qui continue de couler après 5000 ans de civilisation égyptienne, continue aussi de déposer ses sédiments. Les villes égyptiennes antérieures s'enfoncent progressivement sous le niveau contemporain.
Les archéologues, en creusant en Égypte, doivent parfois excaver plusieurs mètres en dessous du sol actuel pour atteindre les niveaux d'habitation anciens. Le processus qui enfouissait Çatalhöyük, qui enfouissait les villes du Taklamakan, qui enfouissait Pompéi, ce processus continue toujours en Égypte. Ce qui doit être clair en terminant est qu'aucune civilisation n'a besoin d'être secrètement cachée pour disparaître de la conscience humaine. Aucune civilisation n'a besoin d'activer une stratégie de dissimulation. La géologie elle-même suffit. L'accumulation normale de sédiments, la montée et la baisse des eaux, le changement des patterns climatiques, l'avancée de la végétation, ces processus, opérant sans intention, enfouissent les civilisations avec une efficacité remarquable. Ce qui est encore plus frappant est que ce processus d'enfouissement est tellement efficace que, une fois qu'il a commencé, le recouvrement complet peut se produire sur une période d'environ 2 à 3 siècles. Après cette période, une civilisation est pratiquement invisible à la surface. Après 1000 ans, ce qui avait été une grande ville n'est qu'une colline anonyme. Les habitants contemporains peuvent ignorer complètement qu'une civilisation avait existé à cet endroit. Et c'est cet écart, cet oubli qui peut s'étendre sur des millénaires, que les mythologies de civilisations perdues tentent de combler. Ces mythologies protestent contre l'oubli. Elles insistent qu'une civilisation qui avait autrefois existé, qui avait produit des accomplissements remarquables, qui avait abrité des millions d'êtres humains, ne devrait pas être entièrement effacée de la mémoire. Mais ce que la mythologie doit reconnaître, ce que la science archéologique nous enseigne avec une certitude croissante, est que l'oubli est le destin de toute civilisation. Pas parce qu'il y a une force mauvaise qui efface délibérément, pas parce qu'une conspiration occulte supprime la mémoire, mais simplement parce que le temps est plus puissant que tout ce que nous construisons. Le temps combiné avec les processus géologiques ordinaires transforme inévitablement ce qui était élevé en ce qui était enfoui. Et pourtant, au sein de cet oubli inévitable, il y a une forme de permanence. Les sédiments qui enfouissent une civilisation sont aussi ceux qui la préservent. La cendre volcanique qui détruit Pompéi est aussi ce qui l'a gardée intacte pour que les archéologues du XXe siècle la découvrent. Le sable qui recouvre les villes du Taklamakan est aussi ce qui a protégé les textiles et les textes des vents du désert. En ce sens, la disparition et la préservation ne sont pas des opposés. Elles sont deux aspects du même processus. Une civilisation disparaît du monde vivant, mais ses restes sont préservés dans les couches de la terre. Elle attend, sans impatience, sans conscience, d'être exhumée par ceux qui viendront des générations futures. Et nous, archéologues du XXIe siècle, exhumons ces civilisations. Nous descendons les couches du temps. Nous retrouvons les villes, les objets, les restes des peuples qui ont vécu il y a des millénaires. Nous étudions ce qu'elles nous disent, et puis nous les réenfouissons progressivement, car la compréhension complète reste inaccessible, et le mystère persiste. C'est ce mystère, non pas le mystère d'une civilisation cachée qui continue d'exister activement, mais le mystère de ce qui s'est réellement passé dans les consciences de ceux qui ont habité ces villes maintenant perdues, qui demeure le vrai sujet des mythologies de civilisations disparues. Et c'est à cela que nous retournons. Au sol, à la stratigraphie, à l'archéologie patiente qui, génération après génération, continue lentement de déchiffrer ce que le temps a enfoui.